Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors au sommaire de ce numéro, les prix de l'immobilier vont encore grimper pendant au moins 3 ans à Bordeaux. Cdiscount va vendre de l'électricité 15% moins cher que les tarifs réglementés. Et notre grand débat, doit-on rouler demain avec une voiture électrique pour mieux protéger notre planète? Alors pour en parler, Arnaud Desrandes, qui est le PDG d'ExoS, une société à Pessac, qui a inventé justement un système qui permet d'éviter de rejeter le moins possible de CO2, et Pierre Humic, qui est le chef de file des écologistes à Bordeaux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Pierre Humic, est-ce qu'une voiture électrique, c'est vraiment plus écologique qu'une voiture thermique? Non, il ne faut surtout pas la présenter comme étant la solution miracle. Beaucoup de gens croient qu'il y a un trésor énergétique caché qui va nous permettre de sauver nos modes de vie, nos modes de déplacement, nos modes de consommation. C'est faux. Le bilan écologique de la voiture électrique n'est pas si bon que ça, parce qu'il faut toujours tenir compte des coûts écologiques de la fabrication, et également des composants de la voiture électrique, et essentiellement des composants de la batterie, qui eux ne sont pas très écologiques. Donc tout ça doit Paradoxalement, je crois que rentrer. même une voiture électrique, quand on la fabrique, est plus Oui, coûteuse oui. sur le plan écologique qu'une Oui. voiture thermique. Alors, je vous donne un exemple très précis. Il faut savoir qu'une voiture ordinaire, actuellement, pour produire 1 tonne de véhicule thermique classique, on émet 5 tonnes de gaz à effet de serre. Pour produire une voiture électrique, on émet le double, c'est-à-dire on émet 10 tonnes. Et l'ADEME, qui est quand même un organisme sérieux, a réalisé que pour contrebalancer ces coûts écologiques de fabrication, ce n'est qu'à partir de 50 000 kilomètres que le véhicule écologique, le véhicule électrique devient effectivement plus vertueux que le véhicule thermique classique. Donc la compétition est très serrée, sans oublier le fait qu'il faut toujours tenir compte de l'origine de l'électricité consommée par le véhicule. Si c'est de l'électricité qui est carbonée, ça veut dire que le véhicule pollue également en se ressourçant électriquement. Donc ce n'est surtout pas un trésor énergétique caché, ce n'est pas la panacée. Alors Arnaud Desrandes, vous êtes ingénieur motoriste, à ExoS, à Pessac, vous avez justement inventé un système qui permet d'avancer sur les premiers mètres de façon écologique, c'est-à-dire avec l'énergie qui est récupérée dans le pot d'échappement par votre système. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques sur la voiture électrique? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. En fait, Exos développe plus exactement 3 gammes de produits. La récupération de chaleur à l'échappement pour les moteurs thermiques. Une étude récente de BCG précise que 50% des véhicules seront hybrides et électrifiés à l'horizon 2030. Ce qui veut dire qu'il reste au moins 50% de véhicules thermiques, d'une part, dans le monde. Et les véhicules hybrides ont encore un moteur thermique, ce qui veut dire qu'on peut même monter jusqu'à 75% ou 80% des véhicules qui seront encore avec un moteur thermique à l'horizon 2030. Donc il faut travailler sur le moteur thermique et travailler sur le moteur électrique. Qu'est-ce que je réponds? Je suis entièrement d'accord sur les propos qui viennent d'être tenus. Il faut bien évidemment que la batterie soit réalisée dans des pays dans lesquels l'électricité est à très faible bilan carbone. Sinon, le véhicule électrique perd beaucoup de son intérêt, d'une part, et que l'électricité qui sert à recharger le véhicule soit également elle-même bas carbone. Mais en France, je pense qu'on a tous les atouts pour ça, et il ne serait pas inintéressant d'avoir une gigafactory de batterie, d'ailleurs, dans notre pays, puisqu'on a une électricité très bas carbone par rapport à la moyenne européenne. Et est-ce que c'est rentable pour le consommateur qui veut acheter une voiture électrique, justement? Est-ce que c'est intéressant dès aujourd'hui? C'est une excellente question. Il faut prendre. Il y a 3 critères pour que le véhicule électrique soit rentable. Il y a le nombre de kilomètres parcourus par an. Il y a également le coût de l'électricité et le coût du carburant dans le pays. Ce sont vraiment les 3 critères principaux. En Chine, on a un temps de retour sur investissement de 5 ans, mais on a de l'électricité très charbonnée. Donc, effectivement, le bilan écologique n'est pas forcément très bon. Le bilan économique, temps de retour sur 5 ans, étant donné que le temps de détention d'une voiture est de 8 à 10 ans, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, on a un avantage à rouler en véhicule électrique. En Europe, on fait un peu moins de kilomètres, donc la compétition dépend vraiment des pays. Le coût de l'électricité en Allemagne et en Italie est le double par rapport à la France, ça vous le savez. Et aux États-Unis, le coût du carburant est très très faible, surtout en ce moment, parce qu'il est très peu taxé. Donc là aussi, la compétition, ils font énormément de kilomètres, donc il y a la question de l'autonomie et du temps de recharge qui vient en plus pour le véhicule électrique. La question se pose. Mais on voit déjà que la Chine, qui est le pays qui pousse le plus fort aujourd'hui, arrive à des temps de retour sur investissement de 5 ans et mon intime conviction est qu'on y va. C'est-à-dire qu'on est au début de la courbe de la progression des ventes des véhicules électrifiés, qu'ils soient tout électriques, 15% à l'horizon 2030, ou hybrides, environ 35% à l'horizon 2030.
Pierre-Mick, est-ce que le problème au fond, ce n'est pas qu'on est en train d'essayer de reproduire le modèle du tout voiture, c'est-à-dire d'avoir chacun sa voiture avec ce système de la voiture électrique? Oui, le tout et le tout voiture électrique, c'est effectivement une réponse très datée à l'engorgement de nos voies routières et à l'engorgement de nos routes. J'ajouterai également, si vous permettez, par rapport à ce que dit, l'un des inconvénients aussi du véhicule électrique, c'est que la batterie qui coûte à peu près, c'est le tiers du prix du véhicule électrique, la batterie a une durée de vie limitée, donc il faut la changer. Et surtout, elle s'use, même si on ne s'en sert pas. Particularité, c'est qu'au contraire, il vaut mieux même se servir de son véhicule pour conserver sa batterie. Si vous ne savez pas de votre véhicule, eh votre batterie s'use encore plus. Alors, Paul, c'était un petit complément, si vous permettez, que je voulais apporter à votre réponse. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la profusion de voitures électriques ne répondra pas au problème numéro un que nous avons affronté aujourd'hui, c'est la saturation des voies routières et des voies routières notamment urbaines. C'est une réponse dans la métropole. Oui, c'est une réponse à la pollution, enfin une réponse partielle dans la mesure qu'on viendrait avec moi. On délocalise la pollution, on sort la pollution des villes, mais on la transmet vers, je dirais plutôt les campagnes ou les pays exotiques vers lesquels on extrait des ressources nécessaires, notamment pour les batteries, et puis où sont fabriqués les véhicules. Donc la pollution est externalisée, délocalisée. On en a moins en ville, mais il n'en demeure pas moins que le problème d'engorgement reste le même. Prenez par exemple un exemple, le pont de Pierre. Le pont de Pierre, on a décidé, la métropole a décidé de supprimer toutes les voitures, y compris les voitures électriques. Si la voiture électrique avait été très vertueuse, on aurait dit les vélos et les voitures électriques. Non, là, il ne faut pas penser que demain, nous aurons des villes qui seront sillonnées par des voitures électriques, parce que les problèmes d'engorgement que nous avons aujourd'hui à affronter resteraient dans ce cas-là aussi préoccupants. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Beaucoup de villes ont aujourd'hui acté des zones zéro émission, Paris, Londres, Berlin, Pékin. Et dans les zones zéro émission, il faut être zéro émission, donc il n'y a pas le choix, il faut être électrique ou pile à combustible. Donc dans ces zones-là, on n'aura pas le choix. Et dans l'hyper-centre-ville, surtout pour des métropoles très denses, ça fait sens parce que quand on parle de pollution, il ne faut pas confondre les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre et la pollution locale, que sont les émissions de NOx et de particules, qui, elles, ont des impacts directs sur la santé et notamment les problèmes respiratoires. Donc, avec le véhicule électrique, on déplace quand même le problème et on élimine le problème respiratoire, ce qui est quand même pas négligeable, surtout en Chine. Mais également, on voit Paris atteint régulièrement les pics de pollution, donc il n'y a pas que dans les autres pays. En revanche, effectivement, les problèmes de CO2 sont très liés à l'origine de l'électricité. Ça, on est complètement d'accord. Les problèmes d'engorgement, pour moi, seront résolus là, dans un avenir un tout petit peu plus lointain, par le véhicule autonome qui résoudra, à mon avis, un certain nombre de problèmes où on achètera un service, aller d'un point A à un point B. Et là, s'il est électrique et autonome et qu'il transporte beaucoup de personnes toute la journée, on résout à la fois le problème d'engorgement et le problème de pollution locale. Il restera le problème des émissions de gaz à effet de serre. Et là encore, en France, on n'est pas trop mal situé sur l'émission de CO2. Mais ça, c'est pas avant 2030, la voiture autonome, quand même. Ça s'accélère très fortement. Je ne suis pas, là, pour le coup, la bonne personne pour y répondre. On voit que ce qui était encore du rêve en 2010 devient une réalité concrète et palpable en termes techniques aujourd'hui en 2017. Il restera beaucoup de problèmes assurantiels qui sont liés aux véhicules autonomes. Les navettes autonomes, c'est déjà une réalité. Les taxis autonomes dans certaines villes à travers le monde, c'est déjà une réalité. Je pense que ça va venir et avoir une accélération plus vite que ce qu'on croit, mais plutôt à partir de 2023-2025 que effectivement à partir de 2018. En revanche, 2025-2030, je pense qu'il y aura une accélération très forte sur cette technologie. Mais ce que disait aussi Pierre-Mick, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des batteries justement qui vont s'user, qui vont être fabriquées en grand nombre, oui. Mais derrière, comment elles vont être recyclées ? Ça, c'est une excellente question. Aujourd'hui, le problème principal, je dirais, du véhicule électrique, c'est la filière de recyclage, qui effectivement est soit peu performante, c'est-à-dire qu'on recycle peu de métaux qui vont resservir, typiquement le lithium, qui vont resservir à la fabrication des batteries. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de demain pour moi, c'est d'être capable de recycler les batteries des véhicules électriques. Il y a quand même un autre avantage qu'on a passé sous silence du véhicule électrique, c'est son faible besoin de maintenance. Vous avez un moteur thermique, il faut faire une vidange. Le moteur électrique, il y a plus besoin là. Et même si les batteries s'usent, elles compensent pour moi largement le problème, et pourtant je suis ingénieur motoriste et de moteur thermique, mais elles compensent largement le problème d'entretien et de maintenance des moteurs thermiques. Donc là aussi, c'est assez équilibré. J'ai la même conclusion que vous. Il n'y a pas une solution miracle et il faudra un mix de véhicules. Typiquement pour les trajets supérieurs à 20, 30 ou plutôt 100 km, avoir un moteur thermique fera encore beaucoup de sens. Et je pense qu'une réponse qui existe déjà aujourd'hui, ce sont les hybrides rechargeables. Voilà.
J'aimerais avoir votre avis aussi technique sur un point précis. Au niveau des batteries nécessitent des ressources naturelles qui sont actuellement limitées. Je pense notamment au lithium, le graphite, le cobalt, voilà, Tout à fait. qui sont en plus souvent extraits dans des pays comme la Bolivie, tout ça, dans des conditions sociales déplorables. assez déplorables, voire même assez minables, et qui sont surtout des ressources limitées. Donc si le véhicule électrique se développe beaucoup, on va être affronté à ce problème de production de la composition des batteries. On est 100% alignés, c'est pour ça que chez ExoS, par exemple, on travaille également sur la pile à combustible, l'hydrogène, parce que pour nous, c'est une filière d'avenir. La voiture électrique n'est pas une voiture forcément à batterie, ça peut être une voiture à pile à combustible qui produit également de l'électricité en rejetant uniquement de l'eau, donc qui n'a pas de polluant global. Mais pour ça, il y a un mais, et je m'adresse aux politiques, il faut une filière hydrogène forte avec des stations d'hydrogène sur le réseau complet pour les véhicules. Mais est-ce que justement le souci aujourd'hui, c'est pas aussi de savoir comment on va produire cette électricité parce qu'on sait très bien qu'il faut qu'il y ait un équilibre permanent entre l'offre et la demande sur le réseau. Oui. Est-ce que si les voitures électriques se développent véritablement, on va pas avoir un souci aussi de production d'électricité? Alors tout à fait, il va y avoir des questions si notamment on développe très fortement la charge rapide. La charge rapide, c'est quoi? C'est au lieu de recharger votre véhicule pendant la nuit, pendant 5 heures, vous le rechargez à une borne, aujourd'hui en 30 minutes, demain en 10 et après-demain en 6 minutes. Effectivement, si on fait ça, on a des appels de tension et de puissance électrique sur le réseau qui sont très dimensionnantes. Mais, il y a des choses qui se racontent plutôt bien, une convergence entre transport et énergie. Le développement de la filière hydrogène et des batteries permettent également de stocker les énergies renouvelables et donc la réduction du coût des batteries qui est assez phénoménale. Entre 2010 et 2025, c'est divisé par 7, ce qui est annoncé, moins de $100 le kilowattheure de batterie. Je pense qu'on va arriver à une pertinence où on aura des containers de stockage d'énergie, batterie plus production d'hydrogène, pour réguler justement les réseaux électriques. Et c'est déjà les idées qui émergent sur les smart grids à l'échelle d'un quartier pour la production d'éolien et de photovoltaïque, typiquement, ou de biomasse, effectivement, pour pouvoir réguler le réseau, parce que vous avez raison, il y aura des appels très forts. Pierre-Romic, vous y croyez, vous, à ce modèle de l'hydrogène? Je pense que vous soulevez le problème, que je trouve très préoccupant, qui gêne un peu l'immersion ou le succès des énergies renouvelables, c'est le problème du stockage. Le problème, c'est qu'actuellement, le stockage, les pays, vous me contredirez si je me trompe, qui sont actuellement les plus en pointe pour fabriquer ces stockages qui sont nécessaires puisque nos énergies renouvelables sont aléatoires et intermittentes. Les pays qui sont actuellement les plus pointus dans le domaine, c'est la Chine, la Corée, voire les États-Unis, avec Tesla notamment, et éventuellement, je crois que c'est la Pologne, en Europe, mais la France et l'Europe sont en train de louper ce virage du stockage, comme on a loupé le virage des énergies renouvelables dans les années 2000, avec le photovoltaïque, etc., où tout est parti en Chine, alors qu'on avait une filière naissante en France. Et effectivement, alors, tout le monde parle d'indépendance énergétique de notre pays, mais l'indépendance énergétique de notre pays, avec les batteries de demain et le problème du stockage, ne sera pas du tout assuré. On sera très tributaire de ces pays-là. C'est pour ça que certains parlent actuellement de faire un Airbus des batteries, un Airbus du stockage, pour que l'Europe soit un peu moteur, parce qu'elle ne l'est pas dans ce domaine-là. Produisons toute l'économie de l'hydrogène en France, parce que là, pour le coup, c'est un vecteur énergétique qu'on peut produire en France, contrairement au charbon, au pétrole, à l'uranium. Donc, profitons de cette opportunité, qui est une contrainte aujourd'hui ou une menace, transformons-la en opportunité et développons la France de l'hydrogène et de la batterie, avec Renault et d'autres, Total et Saft. Je peux rajouter un mot. Là où je diverge peut-être un peu avec vous sur votre vision de la ville du futur, avec beaucoup de voitures automatiques qui circuleront, c'est le fait que l'élu urbain que je suis déplore aussi le fait que 60% des déplacements de moins de 2 km en ville actuellement se font en voiture. Donc, à mon avis, la niche, elle est là. Quoi. Il ne s'agit pas de remplacer le vélo électrique par des véhicules. Voilà. Je crois beaucoup plus aux mobilités alternatives. On est complètement d'accord. Par exemple, le vélo électrique, j'y crois beaucoup plus que la voiture pour des déplacements urbains. Mais là, je parle en tant que déplacement urbain. Après, je reconnais que je suis complètement d'accord avec vous. La première chose à faire, c'est le déplacement urbain, le vélo électrique. La deuxième chose, c'est d'alléger les véhicules. Et effectivement, la troisième chose, c'est des transports, des navettes autonomes qui, elles, font des plus grands trajets, le périurbain.
Merci beaucoup à tous les deux. On le voit, c'est un débat complexe et c'est lié notamment aussi à l'immobilier puisque derrière, c'est toute une politique d'aménagement du territoire et les prix de l'immobilier continuent de flamber à Bordeaux et a priori, ils vont flamber encore pendant 3 ans au moins. C'est ce que prédit en tout cas le président d'ERA France. C'est l'un des plus grands réseaux immobiliers du pays et en 2016, justement, Bordeaux était la ville qui avait vu ses prix le plus augmenter. La tendance, évidemment, devrait encore s'accroître, notamment avec l'arrivée de la LGV. Et dernière info à vous donner, c'est justement Cdiscount qui se lance dans la production de l'électricité, pas là dans la production, pardon, mais dans la distribution. Et ils vont distribuer 15% moins cher que les tarifs réglementés. Donc c'est une information qui va vous intéresser aussi en tant que consommateur et que vous avez pu lire dans la newsletter Écoute Sud-Ouest, newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur sudouest.fr/économie. La semaine prochaine, on parlera de l'avenir des petits commerçants. À très vite sur TV7.